Loué soit Jésus-Christ, ici Anek pour Radio Regina. Et on l'espère aujourd'hui, dernière émission, donc la sixième partie, en compagnie de Théodon. Donc bonsoir Théodon. Bonsoir Yannick et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Les auditeurs, les derniers qui restent du moins, et ceux qui ont le courage d'écouter jusqu'au bout la série d'émissions sur l'histoire de la Belgique. Après, c'est vrai qu'au bout de six émissions, ça peut paraître long, mais bon, après, je suis bien qu'il y a des auditeurs qui n'ont évidemment pas lâché, et qui passent de très très bons moments. Voilà. Donc ici, maintenant, on va toucher à la question de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, oui. C'était le moment. Période aussi charnière de l'histoire de la Belgique, puisque c'est à partir de là que la nation belge qui s'était formée, on va dire, on l'avait déjà évoqué, à partir de la révolution brabançonne et qui a culminé avec la révolution belge de 1830, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale que cette idée nationale, ce sentiment national va commencer à s'effriter, s'effondrer sur lui-même en fait, Mhm. à travers plusieurs éléments, donc on va les évoquer, notamment à travers la question royale qui allait surgir après la guerre, mais qui dépend de la guerre, de l'attitude du roi notamment, qui allait porter un coup moral très fort envers la monarchie, en tout cas du côté des Wallons. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, pour parler du début, la Seconde Guerre mondiale, elle commence, tout le monde le sait, avec l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. À ce moment-là, l'armée belge, craignant une redite de 1914, mobilise ses troupes et les déploie à la frontière, mais aussi face à la France, à la frontière allemande et française. Puisque à cette époque-là, je le rappelle, la Belgique euh, avait cherché à s'émanciper entre guillemets de la tutelle française qui était née avec la Première Guerre mondiale, et mais qui de fait, mais voilà quoi, ça rentre un peu en contradiction avec l'idée belge de neutralité absolue. Donc au moment de l'entrée en guerre, la Belgique ne se considérait pas avoir, officiellement en tout cas, ne considérait pas avoir aucun allié et cherchait à maintenir sa neutralité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que à droite notamment, enfin surtout à droite, oui, et à l'extrême droite, tout le monde défendait la neutralité absolue de la Belgique en Belgique. Mais officieusement, il y avait quand même une communication entre le roi et le général en chef Gamelin par le canal d'officiers belges et français. Donc on peut dire que et aussi les médias belges en général étaient plutôt côté allié, hein, puisque voilà, en face c'était Hitler. Hitler, c'était, on va pas évoquer la question de Ouais, tout le monde national-socialisme connaît. ici parce que ça mettrait une émission spéciale, mais voilà, de fait c'était aussi un phénomène très clivant et la presse et l'opinion publique en général belge étaient globalement pro-alliés même pendant la période de neutralité et même avant-guerre. Aussi, un point important à ce moment-là, c'est que l'état-major allemand, il y a eu l'accident de Venlo, en fait, c'est-à-dire que les plans de l'armée allemande qui envisageait une offensive en novembre 1939 avaient été découverts par l'armée hollandaise et qui avaient été transmises à la Belgique également. Et c'est la Belgique qui a pris la décision d'avertir les troupes françaises, en fait. Et c'est ce qui fait que les Allemands n'ont pas activé ce plan-là à ce moment-là, quoi, en novembre 1939. Donc il y avait déjà une communication qui s'était créée entre les armées, quoi. Même si officiellement toujours la Belgique était neutre et pas en guerre, donc et pas du côté de la France. Et dans ces plans-là aussi, il mentionnait très clairement l'offensive par les Ardennes. Et cette offensive par les Ardennes avait été communiquée par un message spécial du roi, donc c'était Léopold III, au général Gamelin en mars 1940. Et ben voilà quoi. Et malheureusement pour les troupes alliées, les Allemands vont faire en mai 1940 cette offensive par les Ardennes et les troupes françaises vont se précipiter plus vers le nord et de fait vont se faire encercler entre guillemets ou du moins vont se faire déborder et ça va entraîner la retraite. Enfin voilà quoi, l'histoire de la campagne de France, je vais pas la refaire ici. Là aussi, beaucoup d'auditeurs la connaissent déjà. Ouais. Aussi, oui, il y aura toute une histoire, toute une querelle en fait entre la France et la Belgique par rapport aux réserves d'or de la Banque nationale, puisque à l'entrée en guerre, la moitié des réserves d'or avaient été expédiées aux États-Unis et on les a récupérées à la fin de la guerre, mais l'autre moitié avait été confiée à la Banque de France en fait. Et les Allemands ont réussi à la récupérer et à l'utiliser en fait pour de l'achat et de l'achat de devises notamment aux banques suisses. Et lorsque les Français ont voulu récupérer cet or-là qui leur appartenait de droit, puisque là, en fait, ce qui s'était passé, c'était que la France, à la fin de la guerre, avait aussi remboursé directement à la Belgique.
mais en escomptant bien que les Suisses allaient leur redonner l'or, et c'est ce qui n'ont pas lieu, quoi. Ils ont perdu plus de 100 tonnes d'or dans cette histoire. Enfin bref. Bon, moi, c'est tout à leur honneur d'avoir reversé l'or aux Belges. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et c'est aussi ce qui allait justifier le fait que les Allemands considéraient que portaient régulièrement plainte sur la scène internationale en disant que les Belges ne respectaient pas la neutralité, puisqu'elle est avec ses contacts à la fois diplomatiques et donc économiques également, puisque dès l'entrée en guerre, on avait transféré les réserves d'or. Avant même que la Belgique soit officiellement en guerre, là je parle en septembre 39. Hein. Donc, en mai 1940, il faut savoir par exemple que l'armée belge comptait 650 000 hommes, 2 fois plus qu'en 1914. Ah ouais, donc, quand même. 650 000 ah ouais, hommes. c'est pas mal. C'est beaucoup, hein. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. On peut rajouter 40 000 jeunes de la classe 1940 qui venaient d'être mobilisés, donc, qui a été immédiatement envoyés en France pour recevoir une formation militaire, et 10 000 gendarmes qui pouvaient aussi servir aussi de troupes supplétives. Quoi. Et eux, ils allaient notamment chercher à traquer une éventuelle 5e colonne pro-allemande, donc l'idée que il y aurait des troupes allemandes, des alliés de l'Allemagne en secret officiant derrière les lignes, ce qui d'ailleurs se révélera faux en très grande partie, et qui allait conduire à l'assassinat notamment, oui on peut dire l'assassinat puisqu'il n'a pas été vraiment jugé, du chef du Verdinasso, qui s'appelait Joris van Severen. Alors je vais rapidement évoquer ce personnage puisque ça joue aussi dans l'histoire de la Belgique, puisque en fait le Verdinasso durant l'avant-guerre, c'était un parti flamand, essentiellement flamand, mais qui était donc l'héritier de ce qu'on appelait le nationalisme tiwa. C'est-à-dire, j'avais évoqué dans l'émission sur, quand on parlait de la révolution belge, le fait que certains bourgeois, notamment dans le nord, donc en Flandre, estimaient qu'il fallait plutôt être du côté de la Hollande, en fait, des Pays-Bas. Les oranges, ouais. Les orangistes, voilà, les orangistes, tout à fait, oui. Et ce courant-là, il a globalement disparu, mais cette idée d'une unité nationale avec les Pays-Bas a survécu et s'est retrouvée notamment au sein du Verdinasso, qui a cherché à défendre ce qu'on appelait donc le nationalisme tiwa, cette idée que il y aurait une seule nation tiwase entre la Flandre, la Hollande et aussi spécialité du Verdinasso, la Wallonie et la Flandre française. Bon, en fait, c'est l'ancienne Belgique en gros. En gros, oui. Voilà, c'est simplement l'ancienne Belgique, ou les anciennes Belgiques plutôt. Mais bon, voilà, moi je veux bien, hein. Mais les anciennes Belgiques catholiques à ce moment-là. Hein. Je veux bien retrouver les Pays-Bas, mais catholiques. Oui, tout à fait, oui. Et Joris van Severen était réputé pour son catholicisme aussi, hein, un peu comme De Grelle, et peut-être même un peu plus que De Grelle, puisque lui, il n'avait pas cet arrière-fond maurassien. Mais voilà, c'était pas non plus exactement parfait. On pourrait trouver toujours des choses à dire. Hein. Ouais. En tout cas, il a été accusé d'avoir des sympathies pro-allemandes, ce qui n'était pas le cas. Parce qu'en plus, beaucoup de membres de son groupe se retrouveront. Certains choisiront la voie de la collaboration, mais d'autres choisiront la voie de la résistance. Ah ouais, d'accord. Ok. Comme Rex d'ailleurs. Rex aussi, il y a des rexistes qui vont choisir la voie de la résistance. Mais peut-être aussi parce que ses convictions perturbaient peut-être les institutions aussi. Qui était notre collimateur. On le soupçonnait d'être pro-allemand de fait, puisque comme c'était un peu un mouvement entre guillemets fasciste, même si ça regroupe des formations très, très différentes entre elles. On le soupçonnait donc de... Et comme il était flamand, et comme il y avait toujours cet a priori flamand égal collabo des Allemands, ça a joué aussi dans son arrestation, et donc... voilà. Donc dès le début, en fait, ce qui se passait, c'était que ça commençait en fait très mal, la guerre, puisque le 10 mai 1940, il y a eu la défaite hollandaise à Maastricht, et donc l'armée allemande a réussi à percer sur le canal Albert, et le 11 mai, il y aura la chute du fameux fort d'Ebenemal, qui était un fort spécialement construit donc, pour résister à une offensive allemande, mais ils ont réussi à passer en fait par l'usage des forces aéroportées, en fait, par les parachutes, le largage de parachutistes, qui allait prendre à revers en fait les défenses. Ils s'attendaient à une attaque de terre, une attaque armée en face. Ouais, mais bon, la technologie avait évolué et les Allemands sont toujours à la pointe. Hein. C'est rien fait. Le problème, c'est qu'on s'était préparé à une guerre comme celle de 14, pas comme une celle de 40, en fait. C'est ça. Hein. On peut aussi quand même mentionner les chasseurs ardennais, qui étaient véritablement une troupe d'élite de l'armée belge, qui ont notamment arrêté l'offensive allemande des Ardennes les 10 et 11 mai. Il y a eu plusieurs combats où on peut même dire que les troupes allemandes ont été repoussées, en partie en tout cas, hein, puisque on a réussi à défendre le territoire et à mener même des contre-offensives à certains endroits. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi.
Et en fait, on peut aussi mentionner que au sein de l'armée allemande, il y avait aussi ce qu'on appelait une cinquième colonne, entre guillemets, qui était pro-allié et qui allait plus tard organiser l'attentat du 20 juillet 1944, qui communiquait aussi des informations aux troupes alliées. Et même le Vatican communiquait un peu aussi des informations au fur et à mesure que l'offensive allemande se passait, quoi. À ce moment-là, on peut dire que le Vatican était, entre guillemets, c'est assez compliqué de définir la position du Vatican, en fait, sur la Seconde Guerre mondiale. Certains disent que le Vatican était pro-allié, d'autres disent qu'il était plutôt neutre, et bon, des historiens plutôt de gauche, en l'occurrence, disent qu'il était plutôt pro-axe. Mais c'est assez compliqué de savoir démêler le vrai du faux, surtout que les archives secrètes sont disponibles qu'aux historiens spécialisés, et donc voilà, j'ai pas pu mettre ma main dessus, donc je n'ai pas d'avis définitif sur cette question-là, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Vatican cherchait à maintenir de bonnes relations avec à peu près tout le monde, quoi, aussi bien avec les troupes, avec l'Axe qu'avec les Alliés. Donc, en fait, il y avait des compromis, des situations un peu compliquées à gérer de tous les côtés, quoi, en fait. Bah oui. Il y a eu des encycliques condamnant les problèmes par rapport aux trois voies politiques. Donc, les temps. Je dis que de toute façon, d'un autre côté, les catholiques, on avait déjà un peu perdu, puisque il n'y avait pas vraiment on va dire, d'officiel. Il n'y avait pas de force géopolitique spécifiquement catholique. Ça, spécifiquement catholique, il n'y avait pas de camp officiel catholique dans ces guerres entre ces trois voies politiques. Donc de fait, chacun cherchait à se mettre dans le camp qu'il considérait comme le moindre mal, en fait. Selon sa vision des choses. C'est ça. Exactement. Donc on peut aussi mentionner une victoire française à Gembloux. Donc les troupes françaises étaient avancées donc en Belgique, et à Gembloux, ils ont remporté une petite victoire. Une bataille aussi de l'armée belge sur la Dendre, qui va arrêter la Wehrmacht, l'armée de terre allemande. Mais et elle réussira à pousser vers la Meuse et elle réussit à déborder les troupes et à atteindre en quelques jours Abbeville le 21 mai, et ce qui allait permettre la victoire finale, quoi, de l'armée allemande. Et donc, oui. Au bout d'un moment, comme les troupes belges étaient menacées d'encerclement et d'abandon, l'état-major du roi Léopold III a ordonné l'évacuation pour essayer de s'entendre avec... Au début, on espérait mettre une ligne entre Anvers et Wavre, mais même cette ligne-là, elle finira par céder. Donc ce sera le repli vers l'Escaut. Et puis après, sur la Lys. Mais le général Vega avait proposé au roi de se replier donc jusqu'à l'Isère, donc refaire le même scénario que durant la Première Guerre mondiale. Mais le roi ne voulait pas refaire cela parce que ça signifiait abandonner tout le territoire, quoi. Il espérait quand même maintenir un petit quelque chose et faire une contre-attaque. Puisque se replier jusqu'à l'Isère, c'est interdire toute offensive, en fait, puisque ça aurait été refaire la même stratégie, c'est-à-dire faire déborder le canal pour rendre la voie impraticable et empêcher donc toute offensive dans un sens comme dans l'autre. Or, l'idée du roi était d'essayer de lutter pour renverser la tendance, quoi, à la Bachar. Ouais. Mais surtout aussi, ça allait dans le sens du roi, c'est qu'en 1940, c'était plus la même chose qu'en 1914. Et la grosse nouveauté, c'était l'aviation. Et donc du coup, on ne pouvait plus se dire que parce qu'il y a ce fleuve-là, c'est imprenable. Surtout qu'il y a eu quelques jours, comme j'ai évoqué là, la chute du fort des Bennémal, qui a aussi montré qu'une fortification très forte ne suffit pas à contenir une armée, ne suffit plus en tout cas à contenir une armée. Tandis que justement, pendant la guerre de 14, il y avait toujours ce phénomène des citadelles, des forteresses qui sont restées parfois plusieurs mois comme ça et qui ont retardé une partie des troupes. Mais durant la guerre de 40, c'était plus trop possible, cette stratégie-là. Donc du coup, et d'ailleurs, cette stratégie-là, de se replier vers la mer, allait se révéler aussi un gros échec, puisque ce sera l'échec de Dunkerque. Là, je pense aussi les Français connaissent, et même tout le monde connaît. Le rapatriement des troupes anglaises et d'une partie des troupes françaises à Dunkerque et la capitulation des troupes restantes, quoi. Donc on peut quand même mentionner la bataille de la Lys du 23 mai au 28 mai. C'était la seule bataille d'arrêt, c'est-à-dire c'était position contre position, ça ressemblait un peu aux guerres classiques, en fait. Et l'armée belge était seule, en fait, puisque l'armée anglaise cherchait déjà à faire retraite, en fait. Mais ce sera un baroud d'honneur, et la moitié des militaires belges engagés mourront, en plus de nombreux blessés qui étaient impossibles d'évacuer et qui finirent par mourir ou être soignés dans les hôpitaux civils ou au Lécachin. Il était trop tard pour que les Alliés redressent la situation. Et lorsque les Anglais ont cherché à préparer leur rembarquement à Dunkerque, ils n'ont pas prévenu l'état-major belge.
Et d'ailleurs, ce que dira le général anglais Pownall, qui était des généraux présents sur place, il disait nous nous fichons complètement de ce qui peut arriver aux Belges. Et Lord Gord, commandant en chef anglais, d'ajouter les Belges nous prennent-ils pour de vrais salauds? Donc voilà, il y avait un peu une espèce de mépris de la part des Belges. Nous, comme on était officiellement alliés, puisque les Allemands nous avaient déclaré la guerre, de fait, on s'est retrouvé du camp des Alliés, ben, fallait qu'ils nous soutiennent. Quoi. Là, il y a eu un sentiment d'abandon qui allait en partie expliquer la position du roi par la suite, qui allait chercher à défendre une espèce de nouvelle neutralité sous l'occupation. C'est ça. Donc, comme les Alliés l'avaient lâché, ben, de fait, on se sentait plus lié à eux. Quoi. C'est à ce moment-là que tu vas nous parler de la question royale et tout ça. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que, ben voilà, quoi. Là, à ce moment-là, ben, Léopold III envisage une reddition. Hein. Le dernier fort, ce sera le fort de Tancrémont, qui résistera jusqu'au 29 mai, mais voilà, quoi. Ce sera la capitulation du 28 mai, en fait, donc le fort de Tancrémont résistera jusqu'au lendemain, parce que là, ils apprendront que l'armée belge a capitulé. Mais cette reddition-là, elle a été décidée par le roi spécifiquement, le roi qui, je le rappelle, dans la constitution belge, était chef des armées. C'était une spécificité. Et donc il ne dépendait pas du gouvernement, mais il l'a fait sans l'aval du gouvernement. Et le gouvernement, lui, voulait continuer la guerre. Il s'était réfugié en France, et puis après, il se réfugierait en Angleterre, et lui, il était dans une optique de continuer l'offensive aux côtés des Alliés. À la De Gaulle, quoi. Ben, tout à fait, oui. Enfin, mais à la différence que De Gaulle, ben, lui, il n'a jamais été élu à ce moment-là. C'est lui qui a fait une espèce de, entre guillemets, putsch à se prétendre chef de la résistance. Oui, tandis que le gouvernement belge avait une espèce de légitimité démocratique, puisque ben, c'était le gouvernement en place, quoi. Ok. Ce qui allait accentuer encore plus la crise, quoi, puisque de fait, les deux avaient une légitimité constitutionnelle. Le roi avait sa légitimité en tant que chef des armées, et le gouvernement avait sa légitimité en tant que représentant du peuple. Et ce qui fait aussi que ben, quasiment tout ce qui était à droite et à l'extrême droite en Belgique était du côté du roi, hein, puisque c'était justement comment dire, ça correspondait à leur vision des choses, en fait, d'un pouvoir exécutif fort. Le roi qui décide, voilà, c'est une valeur plutôt de droite, ça. Donc de fait, ben, même en Flandre, même parmi les groupes, on va dire plutôt flamingants, entre guillemets, plutôt favorables aux intérêts flamands, ben, il y avait une solidarité par rapport au roi. Même voilà, le Verdinasso était particulièrement en faveur du roi. À l'époque, les choses étaient un peu inversées, quoi. C'était les Wallons qui voulaient se débarrasser du roi, et c'était les Flamands qui voulaient le contenir. Ouais, les Wallons le considéraient comme un traître, en fait, pour avoir demandé l'arrêt des combats. Ouais. Et donc voilà, dès le jour de la reddition, ben, l'armée belge est capturée dans sa quasi-totalité. Mais les Français et les Anglais vont continuer à se battre donc, autour de Dunkerque jusqu'au 4 juin, lors de la bataille de Dunkerque. Donc voilà, je ne reviens pas là-dessus. La campagne, donc, elle aura duré 18 jours et elle a coûté la vie à 12 033 Belges. Et les Allemands ne savaient pas en fait ce qu'ils allaient faire par rapport aux prisonniers capturés, puisqu'il y en avait un très grand nombre. Hein. On parle de 225 000 hommes hein, qui furent transportés en Allemagne en train ou en bateau. D'autres suivirent par la suite en autocar et cars réquisitionnés. On parle de 300 000 hommes qui ont été envoyés dans les Stalag. C'est quoi le Stalag? C'est les camps de prisonniers spécifiquement construits par les Allemands pour les troupes alliées. Et aussi, ce qu'allait faire Hitler à ce moment-là, c'est que, reprenant un peu la politique déjà précédente à l'époque du Kaiser, de la Flamen politique que j'avais évoquée, ce qu'il allait faire aussi, c'est libérer les sous-officiers et les officiers de réserve néerlandophones, en fait. Il allait chercher à favoriser la partie néerlandaise dans l'espoir de diviser pour mieux régner, quoi, comme on l'avait évoqué dans l'émission sur la Première Guerre mondiale. Il a repris la même stratégie, en fait. Ouais. Après, il y a aussi des alliés en Wallonie, évidemment. Oui, il trouvera aussi des alliés en Wallonie, notamment du mouvement Rex. Ce sera le mouvement principal, mais pas l'unique, puisqu'il y aura aussi quelques autres associations, certaines assez groupusculaires, mais il y en a quand même quelques-unes qui parviendront à réunir certains notables. On peut notamment mentionner les Amis du Grand Reich allemand. L'AGRA. AGRA. Oui, qui était une association collaborationniste de gauche, entre guillemets, puisque ça recoupait essentiellement ceux qui ne venaient pas du Parti catholique, qui n'étaient pas dans Rex. Donc, voilà, c'était un peu un ensemble disparate de personnes, et dans lequel on retrouvera un théoricien politique qui allait jouer un grand rôle dans l'après-guerre, qui s'appelle Jean Thiriard. Ça, on l'évoquera peut-être par la suite, hein, mais là, je l'évoque. On connaît bien ça. Hein. Ouais.
lorsque donc le gouvernement belge a appris que le roi avait capitulé, il désavoua donc la capitulation le 31 mai. Mais en fait, comme ils étaient assez dispersés à ce moment-là, ils n'avaient pas un vote suffisant pour pouvoir empêcher la décision royale, en fait. Parce que beaucoup de parlementaires étaient injoignables. Soit qu'ils étaient dans l'armée, soit en exode, parce qu'il y aura aussi toujours le phénomène de l'exode, qui sera beaucoup plus fort d'ailleurs dans cette guerre-là que dans la guerre de 14, puisque ça allait perturber énormément les communications entre les troupes, en fait. Puisque beaucoup de Belges, craignant justement par rapport à la Première Guerre mondiale, l'histoire là, la mauvaise propagande, entre guillemets, la propagande qui visait à dépeindre les Allemands comme des barbares sanguinaires qui allaient massacrer tout autour d'eux, ben, ça allait jouer en fait dans la Seconde Guerre mondiale beaucoup plus que dans la Première, puisque cette propagande est née dans la Première. Et justement, ceux de la Seconde ont grandi avec. Donc ce qui allait se passer, c'est que ça allait provoquer un exode beaucoup plus important. Et ça allait perturber beaucoup plus les lignes de communication, puisque les routes étaient encombrées, on ne savait pas circuler en voiture. Voilà, quoi, c'était un immense capharnaüm. Ah, donc cette propagande-là, elle était restée après-guerre, en fait. Là, il n'y avait Ben, pas de de fait, démenti. ben, les Allemands ont produit des démentis, mais voilà, quoi, c'était des cheleux, on les écoutait pas, évidemment. Ouais. Et du coup, ben, durant la Seconde Guerre mondiale, au tout début en tout cas, ben, il y a eu ce phénomène de panique. Comme l'armée allemande enfonçait les troupes alliées, ben, on s'attendait à ce qu'ils refassent les mêmes massacres. Donc beaucoup ont préféré fuir. Ouais, ils imaginaient que c'était Daesh, quoi. C'est Ok. la même problématique en fait. Les réfugiés là-bas, c'est la même logique. Ok. Donc voilà, donc en fait, le roi n'a pas eu un vote des parlementaires en sa défaveur, puisque de fait, ben, ils étaient injoignables. Donc on ne pouvait pas dire qu'il cessait ses fonctions. Ce qui allait provoquer une situation compliquée en termes constitutionnels, puisque d'un côté, on avait le gouvernement belge qui, lui, disait qu'il fallait continuer la lutte et que voilà quoi, il fallait lutter contre les traîtres, et même ceux qui voilà disaient qu'il ne fallait plus combattre, ben, c'était des traîtres. Et de l'autre côté, ben, on avait le roi qui prônait ben, de fait une nouvelle neutralité sous l'occupation en attendant que la paix règne en fait. Et donc de fait, ben, ça a partagé beaucoup de Belges, puisque quelle autorité suivre? Celle du roi ou celle du gouvernement? D'ailleurs, cette question allait ressurgir bien plus tard, lors du vote sur la loi dépénalisant l'avortement, hein, sous Baudouin Ier. Puisque là aussi, on avait une histoire que le gouvernement était en faveur de l'avortement, enfin de sa dépénalisation en tout cas, tandis que le roi, bon, qui était critiquable, puisqu'à cette époque-là, ben, il y a eu les conciliats qui sont passés par là, elle était un peu influencée par le mouvement charismatique, mais il y avait quand même un arrière-fond catholique et certains réflexes de catholique qui étaient restés de son éducation. Et donc, du coup, ben, lui, il cherchait à s'opposer à l'avortement et il refusa de signer la loi. Et puis, de toute façon, si je ne m'abuse, je crois que je me trompe, dis-moi si je me trompe, hein, mais une grande partie, voire peut-être la majorité de la population, était opposée à l'avortement. Ben là, oui, 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 parce que ben, c'était assez nouveau et ben voilà, qu'il y a toujours, à chaque fois qu'il y a une nouveauté Nouveauté, sociétale, il y a un camp exactement. conservateur qui est assez opposé à cette nouveauté et il y a un camp progressiste qui est en faveur. C'est Donc, toujours comme ça. Voilà. Et une fois que la loi est passée, là, tout le monde devient pour. 20 ans plus tard ben, les Même pas 20 conservateurs, ans, hein. plus Ouais. aucun conservateur ne met en question ça. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Bah, c'est C'est ça, dans c'est les comme mêmes dans tout, c'est questions. comme le mariage des contre nature, tout ça. Au début, tout le monde est contre, machin. Et une fois que la loi est passée, la loi dit ça, donc c'est moralement bon. Voilà, c'est ok, on accepte. La majorité des gens finissent par accepter et trouver ça normal. Et te faire passer pour un fou si tu dis que t'es contre. Ouais, bref. Et donc voilà, donc on retrouve un peu cette impasse juridique constitutionnelle, ben, donc à l'époque de la guerre entre le gouvernement et le roi. Le roi, donc, il est resté à Bruxelles. Il n'est pas parti à Londres. Il s'est constitué prisonnier de guerre. Mais il refusa d'exercer des fonctions officielles, cela dit. Il refusa de paraître en public. Hitler l'avait convoqué pour une entrevue, mais voilà, ça n'a débouché sur rien du tout. Le roi, il n'a pris la parole en fait que pour demander la libération des prisonniers à ce moment-là. Mais voilà, il y avait quand même une consigne, c'était neutralité. Ok. Cela dit, on peut quand même mentionner qu'il refusa l'idée d'une paix séparée avec l'Allemagne. À ce moment, et il y a des témoignages qui vont dans ce sens, qui disaient que voilà, il attendait en fait que l'ensemble, ou bien que les Alliés parviennent à renverser la situation, ou bien qu'il y ait un traité de paix quoi, qui surgisse. Et à ce moment-là, donc, négocier. Comme je le rappelle, à ce moment-là, c'était, pour beaucoup, c'était une période où beaucoup considéraient que c'était la fin de la Belgique en fait.
que les Allemands avaient percé, ils avaient conquis Paris. Et voilà, c'était le nouvel ordre européen qui allait naître. Pour beaucoup, c'était ça qui était en train de se passer. C'est ce qui allait aussi expliquer qu'un socialiste comme Hendrik Henri, en français, Henri Demand, qui était un leader du Parti ouvrier belge, allait passer dans la voie de la collaboration, en fait, collaboration massive, puisque beaucoup pensaient que, ben voilà quoi, fallait faire avec l'occupant allemand. C'était pas le seul d'ailleurs, hein. Et au niveau socialiste. Ben oui, en France, oui, on trouve aussi Doriot, c'est un peu l'équivalent. Il y en a une bonne poignée. Non, pas tant Doriot que Deya en l'occurrence, puisque là, c'était vraiment les néo-socialistes. Enfin, bref. Il y aura quand même des troupes belges qui continueront à suivre le gouvernement et à combattre avec les Alliés, hein, au Congo notamment. 3 escadrilles belges ont rejoint la RAF, donc l'armée de l'air britannique. On les retrouvera notamment en Abyssinie contre les troupes italiennes, ce qu'on appelle l'Éthiopie. À l'époque, on appelait ça l'Abyssinie. Donc on les retrouve contre les troupes de Mussolini. Et on les retrouve aussi notamment, avec, comme je l'avais déjà évoqué dans une émission précédente, le Congo avait en fait livré l'uranium qui permettra le largage des bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, quoi. En tout, 100 000 Belges ont participé à l'effort de guerre durant la période de l'occupation. Un autre motif de scandale qui allait surgir durant l'occupation, c'était que le roi a attendu 1941 pour faire un mariage, en fait. Il a épousé Liliane Bals, donc, alors qu'il se considérait comme prisonnier. Beaucoup de Belges considéraient ça comme une injustice, puisque eux souffraient directement les affres de l'occupation avec le rationnement, etc., les privations. Et le roi, il en profitait pour se marier. Beaucoup ont considéré qu'il n'était pas solidaire avec l'ensemble du peuple belge à ce moment-là, quoi. Bah attends, ça j'ai pas compris. Ça je piche pas. En 1941, Oui. les gens ne pouvaient pas se marier. Je veux dire, Non, mais c'est pas ça. Mais où est c'est le que le problème? roi s'est marié. Mais beaucoup, c'est vrai que c'était peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire, puisque on aurait pu s'attendre à ce que voilà, il décide de porter la croix en même temps que son peuple, quoi, et de ne pas en profiter pour faire des célébrations de mariage. Oui, mais son peuple pouvait se marier aussi. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais après, oui, c'est vrai qu'en même temps, il valait mieux qu'il régularise sa situation matrimoniale. Donc, d'un point de vue personnel, je peux comprendre son choix. Oui, du point de vue catholique, n'en parlons même pas, évidemment. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire aussi. Oui. Bon, après, Du point de vue moral, oui, vaut mieux qu'il se marie plutôt que d'avoir une maîtresse. Ça, c'est sûr. Mais ouais. après, au niveau de son statut de roi, je peux comprendre qu'il y ait eu du ressentiment, quoi. Ben oui, alors un autre truc aussi, c'est triste, hein, parce que nous, on n'a pas peur de faire de l'autocritique, évidemment. Les Wallons, comme on l'a dit, c'est majoritairement plutôt tendance de gauche. Hein. Donc tu m'étonnes que qu'ils vont avoir tendance à râler. C'est justement à ce moment-là que ça allait véritablement advenir, ça. Parce que auparavant, il y avait quand même le Parti catholique qui était quand même très influent, toujours même en Wallonie. Bien sûr, il y avait oui. D'ailleurs la scission de Rex, etc., qui allait diviser le Parti catholique, mais qui était quand même fortement présent un peu partout. Et c'est justement avec la question royale et avec le suffrage universel aussi, on peut dire, puisque ça allait favoriser mécaniquement les forces de gauche, qui allait provoquer justement ce basculement à gauche de la Wallonie. Ah, elles étaient bien présentes, hein. Elles étaient bien présentes depuis longtemps. Elles étaient déjà présentes avant, oui. Avant, c'était une minorité. Là, ça allait véritablement être la majorité de la population. En Wallonie, je parle. En Flandre, ça allait attendre un peu plus de temps. Et justement, là, on peut aussi mentionner que, par rapport au mariage du roi, c'était fait justement à l'instigation du cardinal, donc le cardinal Van Rohe, primat de Belgique, qui allait exiger que le roi épouse sa maîtresse plutôt que de vivre en concubinage. Ben voilà. Donc oui, du point de vue moral, c'est sûr que valait mieux qu'il se marie. Voilà. Donc, on peut évoquer vite fait le régime d'occupation, qui a été une administration militaire en fait qui a été mise en place. Il n'y a pas eu un gouvernement rexiste, il n'y a pas eu même un gouvernement flamand autonome. C'était une administration militaire qui dirigeait le pays, qui était dirigée par le général von Falkenhausen. Donc il y a eu système de privation, de rationnement, etc. et qui allait favoriser aussi le marché noir et les trafics. Et on peut aussi mentionner le cas une autre espèce de collaboration, qui est une collaboration économique. Ce sera ce qu'on appelait la doctrine Galopin, du nom du gouverneur de la Société Générale, qui s'appelait Alexandre Galopin. Le patronat belge a accepté de travailler pour l'Allemagne, mais à condition qu'il ne s'agissait pas de produits à destination militaire. Parce que de fait, il fallait continuer à avoir des activités, qu'on ne pouvait pas se permettre de fermer toutes les usines.
Mais du coup, on cherchait à limiter, à empêcher en tout cas une collaboration militaire. C'était cette tendance-là qui a aussi surgi au sein de la haute société belge. Et justement, ça a aussi provoqué la colère des socialistes. Puisque forcément, ça allait permettre de favoriser l'idée que patron égale collabo. Ça allait favoriser aussi les forces de gauche. Ils sont pas possibles, ils sont irrécupérables. On peut quand même mentionner qu'il y aura eu quand même des exécutions d'otages, hein, parce que là, voilà, on a évoqué le fait qu'il y a eu une propagande qui présentait les Allemands comme des barbares, mais on peut quand même pas non plus masquer le fait qu'il y a eu des actes qui ont été commis qui n'étaient pas nécessairement toujours conformes au droit, quoi. On peut notamment évoquer opportun, mais après... Opportun, oui. Après, oui, je peux comprendre que dans une guerre de guérilla, donc de partisans, oui, il peut y avoir des exécutions d'otages. D'ailleurs, la loi morale ne l'interdit pas. C'est pas interdit, voilà. Tu peux avoir des otages. Il faut le faire et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire, quoi. C'est ça. assez délicat à trancher. On est bien d'accord, hein. Dans une guerre, voilà, les tensions de pays, tout ça, tu peux avoir des otages, on est d'accord. Tout à fait, oui. Même les exécuter s'il le faut. Quoi. Exactement, voilà. Ouais, j'avais appris ça en lisant simplement la chanson de Roland, j'étais assez surpris. Oui, au Moyen-Âge, ça se pratiquait beaucoup. Hein. On peut aussi mentionner de fait, la stratégie perverse de la résistance qui cherchait à monter en fait, la population contre les Allemands, justement en provoquant des attentats terroristes, dans l'espoir qu'il y ait des otages et que comme ça les troupes allemandes se fassent détester par la population pour qu'il y ait de nouveau des résistants. Quoi. Essayer d'alimenter un cercle vicieux qui les favorise. Quoi. Augmenter les actes de sabotage et de terrorisme pour augmenter la répression allemande, pour augmenter le nombre de résistants. Après, je comprends la logique, tu vois. Enfin, je veux dire, autant je peux comprendre. Des deux côtés, il y a de la. Voilà, tu vois. Il y a des raisonnements justes, entre guillemets, dans le sens que, voilà, quoi, ils ont agi comme on pouvait s'y attendre. C'est la guerre, tu vois. Tu vois, dans une guerre, il y a deux camps. Hein, moi, je peux comprendre la logique des uns et des autres. Hein, après, il faut voir ce qui est licite et illicite. Hein, c'est un autre débat, mais je peux. Oui, tout à fait. Oui, donc. Par rapport aussi à l'occupation, on peut évoquer la déportation à la fois des résistants, des communistes, mais aussi de la minorité juive de Belgique. Il faut savoir par exemple qu'au début, les Allemands ils ont cherché à déporter les juifs étrangers uniquement eux, et plus de 90% des juifs présents en Belgique étaient des immigrés. Donc c'était quasiment tous les déportés. On peut mentionner le fait que l'épiscopat belge aura contribué à cacher un certain nombre de juifs. Parfois, même si on peut comprendre la logique, puisque quand on est catholique, on ne cherche pas à ce que les juifs aient un territoire à eux, en fait. On cherche à ce qu'ils soient dans des ghettos et à ce qu'ils se convertissent. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ça, la solution chrétienne au problème juif, c'est ça. Mais donc, ce qu'on peut quand même critiquer dans cette opération, c'est que il y aurait tout eu un usage de mensonges, notamment de fabrication de faux certificats de baptême, quoi, ce qui n'est pas acceptable d'un point de vue moral, puisque c'est un usage de faux. C'est ça, exactement. Même si on peut comprendre l'état d'esprit qui a motivé ça, mais de fait, c'est un acte qui n'est pas acceptable. Quoi. Et ça, justement, voilà, les progressistes actuellement et les conciliaires vont présenter ça comme un acte honorable, alors que de fait, non. On ne peut pas considérer ça comme un acte honorable. Ouais, voilà, il faut être juste dans tous les sens du terme. Il faut être juste dans tous les sens, voilà. On peut être contre les injustices pratiquées à l'égard de la minorité juive, même si de fait, il ne faut pas qu'elle ait le pouvoir, il faut qu'elle soit isolée de la population chrétienne. Ça, c'est la doctrine de l'Église qui veut ça. Donc, mais il faut aussi qu'elle ne soit pas victime d'injustices exagérées, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas commencer à dire que tout ce qui leur appartient nous appartient. Ça ne va pas, ça. Ouais, d'autant plus que, évidemment, les judaïques ne sont pas tous en bloc homogène. Nous, de notre point de vue, on va dire que oui, mais... Cette idée de châtiment collectif, voilà, c'est quand même bof, quoi, d'un point de vue chrétien. Ouais. Bref. Donc voilà, on va pas réévoquer tout ce sujet-là beaucoup son poids. Puis en plus, c'est connu. C'est dans les autres pays. Hein, donc, voilà, ça, je pense que tout le monde connaît un peu ces histoires-là. Hein. Donc, sous l'occupation, ça allait aussi accentuer la division entre Wallonie et Flandre, évidemment, puisque, comme je l'avais dit au début de l'émission, Hitler allait appliquer la Flamen politique, c'est-à-dire voilà, cette politique qui va favoriser les Flamands au détriment de l'unité nationale, et notamment au détriment de la Wallonie, donc ce qui allait contribuer aussi à fracturer le pays. Ça va renforcer et comme je l'ai aussi évoqué dans l'émission précédente, beaucoup de collaborateurs de la Première Guerre mondiale se retrouveront collaborateurs dans la Seconde. Notamment tous ceux qui étaient issus d'Auguste Borms, quoi, qui avait créé le Conseil de Flandre en 1917 et qu'on retrouvera après dans la collaboration, même dans la Seconde Guerre mondiale, quoi.
Les Flamands, quoi. Oui. C'est d'ailleurs les seuls qui sont comme ça. Hein. Partout dans toute l'Europe, oui. Ou bien tu collabores durant la Seconde Guerre mondiale, ou bien tu collabores entre guillemets dans la première, mais jamais dans les deux. Il n'y a que en Flandre qu'on peut trouver des gens qui ont collaboré dans les deux. Quoi. En tout cas, voilà, les Flamands vous apprécient bien, hein, on rigole évidemment. Mais ouais. Et donc de fait, la résistance était plus forte en Wallonie qu'en Flandre, même s'il y aura eu aussi des résistants flamands. Hein. Là aussi, dire que les Flamands ont collaboré, les Wallons ont résisté, c'est affiché, c'est assez exagéré. Il y a eu des collaborateurs dans les deux parties et des résistants dans les deux. Donc il faut aussi un peu nuancer cette vision des choses. Par exemple, sur l'ensemble des résistants arrêtés, 43 l'ont été en Wallonie, 35% en Flandre et 22% à Bruxelles. Ah, des pourcents, je crois que tu disais juste je parle, non, en pourcentage, je parlais pas vraiment. 30 000, si tu veux un chiffre. 30 000 résistants ont subi l'arrestation. Ah, ça par contre, c'est un gros chiffre, ouais. 35% d'enfants, donc plus de 10 000 résistants flamands quand même, arrêtés. On peut aussi noter le fait que voilà, le courant rexiste allait se faire connaître à ce moment-là, parce que eux, ils allaient choisir... ils allaient en fait se fracturer en deux groupes, en fait, puisque une partie allait rejoindre la résistance, en fait. Une petite partie allait rejoindre la résistance, et une autre partie allait suivre De Grelle dans la voie de la collaboration. Et De Grelle allait faire certaines erreurs stratégiques qui allaient faire en sorte qu'il perde son importance politique en Belgique, notamment avec son discours sur la germanité des Wallons, donc on peut débattre, hein. Moi je ne suis pas non plus contre cette idée-là, mais qui à l'époque est prononcée publiquement avec l'uniforme de l'armée allemande, ça allait contribuer à ce que, voilà quoi. Je précise que sur ce, voilà, que là-dessus, on est que d'accord, en tout cas, avec quelques réserves, on est assez d'accord de ce point de vue-là, la germanité des Wallons, bien entendu. Évidemment qu'on ne peut pas lui donner tort. Mais bon, voilà. Un peu comme en France en 1944 avec, entre la milice et la résistance, en Belgique on allait aussi connaître une situation de quasi-guerre civile en fait, entre les mouvements collaborateurs, donc rexistes et VNV, parce que le VNV avait repris l'ensemble des mouvements collaborateurs flamands. Et ça allait aussi entraîner donc une espèce de guerre civile entre ces groupements collaborateurs-là et les groupements résistants, avec des assassinats, ouais. Vraiment voilà une division du peuple quoi, dans deux groupes. Et mais de fait, la partie collaborationniste allait être de plus en plus haïe par le reste de la population. Quoi. Puisqu'en plus, les Allemands, comme ils perdaient, ils demandaient plus de ressources. Donc c'était aussi un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus les Allemands étaient en situation de faiblesse, plus ils réquisitionnaient de choses et donc plus ils étaient détestés par le reste de la population. Ah voilà. Ouais. Alors qu'avant c'était un peu plus tranquille. Et donc je vais revenir un petit peu sur le roi. Le roi, il faut savoir que à ce moment-là, il était un peu en contact avec les différentes tendances politiques de la Belgique. Il avait aussi bien des liens avec certains mouvements résistants. D'ailleurs, il y aura un mouvement résistant qui sera spécifiquement léopoldiste, entre guillemets, qu'on appelle le MNR, hein, le mouvement national royaliste, fondé à Aarschot par Lucien et Julien Mayer, qui dirigeait auparavant les milices et les jeunesses rexistes en plus, et qui allait incarner cette tendance léopoldiste de résistance, mais en soumission à l'idée qu'il faudrait quand même un roi, et le roi Léopold III, qu'il faudrait le défendre, et un pouvoir exécutif fort. Quoi. Donc là aussi, on pourrait croire que dans la résistance, il y avait que des démocrates. C'est pas tout à fait le cas, puisque même le mouvement qui, avant-guerre, était le plus proche du fascisme italien, c'était la Légion nationale en Wallonie. Ce sera un mouvement qui allait être résistant. Son chef allait être mis en camp de concentration. Donc là aussi, il ne faut pas avoir une vision binaire des choses. Il y a eu des fascistes dans la résistance. Ouais, pourquoi pas. Hein. Faut tout pour faire un monde. Un point qui sera reproché notamment à Léopold III, ce sera son amitié, enfin en tout cas ses contacts qu'il entretiendra avec Robert Poulet, qui sera un collaborateur belge fasciste. Dans la voie de Rex, oui, fasciste, oui. Ouais. Et voilà. Et donc comme il avait un lien avec lui, un lien épistolaire et même de contact, de fait, certains vont lui reprocher cette liaison-là. Quoi. Mais il s'est caché avec Léon de Grelle, hein, je crois, Poulet. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, comme j'ai évoqué, le mouvement national royaliste, qui allait être un mouvement donc royaliste entre guillemets, en tout cas nationaliste. C'est assez complexe de définir leur ligne idéologique puisque c'était pas des penseurs politiques. Ils étaient issus du mouvement REC, donc on peut dire que c'était plutôt nationaliste. Mais voilà, de fait, dans une optique favorable au roi et anti-allemande. Et qui allait aussi opérer des actes de sabotage et de résistance. Donc.
Le roi avait quand même, ça on l'a su que bien plus tard, qu'il avait envoyé des lettres en fait à Hitler pour protester contre les déportations. En réponse, il fut menacé d'être lui-même déporté. Ce qui fait que, ben voilà quoi, le roi était aussi un peu piégé et prisonnier quoi. Et on allait aussi lui reprocher ces tendances politiques autoritaires d'avant-guerre, puisque lui, il était aussi conscient que, comme il voyait un peu les choses de près, puisqu'il était chef, enfin, il désignait les premiers ministres, etc. Et comme auparavant, ben voilà, que le début du suffrage universel et le début de la grande instabilité politique en général un peu partout en Occident, il a pu voir de près les méfaits de la démocratie en général, et donc de fait, il n'était pas très favorable à ce genre de régime. Il était plutôt en faveur de régimes autoritaires et président, enfin, royal fort en tout cas. C'est ça, comme nous. C'est bien. Et ce qui fait qu'une partie de la résistance continuera à se réclamer du roi durant toute la guerre. Ouais, c'est ça, résistance que tout le monde, et ça l'extrême gauche a bien fait son travail de propagande à ce niveau-là, tout le monde voit la résistance comme un truc de gauche et de communiste, quoi. Bah oui. Alors que de fait, la réalité, là aussi, est plus complexe. Hein. Et là, c'est un peu partout pareil. En France, là aussi, ils ont le même problème, hein, eux. Ouais, bien sûr. C'est toujours ancré dans les esprits, évidemment. Et donc, de l'autre, du côté du gouvernement, donc c'était le gouvernement d'Hubert Pierrelaut, ils avaient essayé de faire en sorte de proclamer que le roi soit dans la possibilité de régner dès le 28 mai, donc dès la capitulation faite par le roi. Mais de fait, ils ont été peu suivis. Là, on peut dire que l'essentiel de la Belgique a été libéré en 2 semaines, au début de septembre 1944. Les Alliés sont à Bruxelles le 3 et à Liège le 8. Et de fait, les communistes, ils avaient espéré faire une insurrection nationale pour se libérer, entre guillemets, eux-mêmes et instaurer un gouvernement communiste, mais l'avancée des troupes alliées aura empêché l'exécution de ce plan-là. Un peu comme en France, d'ailleurs, où l'avancée des troupes alliées allait quelque part nuire aux résistants communistes, au FTP, qui espéraient justement en profiter pour instaurer un régime communiste. Ce sera d'ailleurs tout le problème de l'épuration, des différentes tendances aussi en France qui allaient surgir à ce moment-là. Et qu'on connaîtra aussi en Belgique à l'épuration. Ça allait aussi être assez sauvage. Et là aussi, il allait avoir aussi des injustices. Puisque notamment des gens qui n'étaient absolument pas favorables aux Allemands, comme José Strel, mais qui étaient liés au mouvement Rex, seront mis à mort. Ouais, c'est ça. Ils ont profité pour régler les comptes. Certes, oui, voilà, les comptes, j'allais dire, c'était pour régler les comptes, en fait. Oui, bien sûr. Mais bon, si les Allemands avaient réussi, il y aurait eu des règlements de compte dans l'autre sens aussi, et ça, faut pas se leurrer. Ouais, bah... C'est de bonne guerre, tu vois. Mais après, faut voir encore une fois ce qui est licite, ce qui est pas licite, tu vois. Ouais, tout à fait. On peut aussi quand même mentionner que, donc, au sorti de la guerre, la Belgique est le seul État européen à ne pas être endetté auprès des États-Unis, parce que grâce aux revenus du Congo belge, en fait. Comme c'était une province riche, ben, tous les autres pays étaient ultra endettés, ben nous non. Et comme il y avait eu aussi la doctrine Galopin là, qui a empêché le fait que les usines soient totalement arrêtées, ben, on a pu très rapidement se remettre sur pied, quoi. La sortie de la guerre. Donc, on peut aussi évoquer ben, voilà, quoi, rapidement l'offensive des Ardennes. Voilà, les gens connaissent, mais de fait, ça n'aura pas duré longtemps, ce sera un échec. Et donc, en mai 1947, c'est la capitulation des armées allemandes. 300 000 Belges reviennent d'Allemagne en Belgique. Soit ils étaient déportés, soit travailleurs volontaires et forcés. Le roi a été abandonné par ses geôliers, il a été libéré sous la protection de l'armée américaine. Il revient donc en Belgique. Un élément qui allait susciter, qui allait faire l'étincelle, qui allait mettre le feu aux poudres par rapport à la question royale, c'est la découverte d'un testament politique que le roi avait rédigé un peu auparavant sa libération, en fait. Il parle des Alliés en termes très froids, il critique le gouvernement Pierrelaut et il exige même sa démission et des excuses publiques. Ben voilà, il défendait un peu sa position de façon un peu contestataire, etc. Donc ça sera très très mal vu quand on a découvert ce document-là. Churchill dira d'ailleurs, lorsque cette affaire éclatera, en parlant du roi des Belges, il dira « Il n'a rien oublié et rien appris ». Ça, c'était un mot qui avait été utilisé au Bourbon après la Révolution française, lors de la Restauration.
Et au moment où il a été libéré, donc il a été libéré en Autriche en mai 1945, il ne peut rentrer en fait à ce moment-là, puisque la gauche menace de faire grève et de faire la révolution, et il y avait toujours ces tensions avec l'extrême gauche et la gauche, quoi. Ouais, ils étaient aguerris. Hein. Mais là, ils étaient en position de force, puisque Mm. ils tenaient même des territoires, quoi, avec l'histoire de la résistance, quoi. Il fallait passer d'un système Ah, c'est ça. de Hein. milice à revenir à un gouvernement officiel, et de fait, c'était pas évident. C'était évident nulle part, en fait. C'est ça, quand tu fais la guerre, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est ça le truc. Hein. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est le concret. Hein. Donc voilà, donc pendant quelques temps, ben, la question royale n'a pas directement éclaté, en fait, puisque ben, il s'agissait de reconstruire. Là, c'était une période d'unité, même il y aura un pacte social à l'image aussi de ce que la France connaîtra avec le CNR, le Conseil national de la résistance, qui allait faire en sorte qu'il y ait une espèce d'unité nationale entre les différents courants politiques. Ce qui fait que les communistes, comme libéraux, comme conservateurs, comme catholiques, allaient essayer d'organiser les choses ensemble, ce qui allait aussi contribuer ben, à démoraliser et déradicaliser les catholiques. Puisque là, on retrouvait un peu cette espèce d'union sacrée qu'on a connue au tout début avec la Révolution belge. C'est l'unionisme sous une autre forme. Et donc, au sortir de la guerre, donc on cherche un peu à relancer l'économie. Et là, le Premier ministre qui était à cette époque-là, Achille Van Acker, alors c'est ce qu'on appelait la bataille du charbon. Et donc, il y a eu toute une espèce d'expansion de l'industrie houillère. Et pour pouvoir le faire, on a fait appel aux prisonniers de guerre allemands et à la main-d'œuvre italienne par la suite. Ce qui fait qu'il y a toute une population italienne qui est issue de cette politique-là, qui est présente en Belgique. Il faut savoir que dans les élections de 1946, les communistes avaient 12% en Belgique. 12,668%. Donc un Belge sur 8 avait voté communiste. Ouais. Ils étaient devant les libéraux. Le Parti catholique était premier avec 42%, les socialistes deuxième avec 31%, et les communistes troisième avec 12%. Oh, ouais. On additionnait la voix des socialistes et des communistes, ils étaient plus nombreux que les catholiques. Et c'était le déclin. Et donc, pour régler cette question royale, puisque il fallait le retour de Léopold III et que de fait, ça a été refusé par beaucoup, on a fait appel à une consultation populaire, un référendum, en fait, pour savoir est-ce que vous voulez le retour du roi ou pas, le 11 mars 1950. Et là, ce qui est assez surprenant, enfin, on l'a déjà évoqué auparavant, mais voilà, on le redit, c'est que plus de 70% des Flamands ont voté oui, en fait, pour le rappel du roi. Mais les Bruxellois et les Wallons n'en veulent pas. Ouais. Mais cela dit, avec le poids de la Flandre, en tout, ça faisait quand même 57% des Belges qui ont voté pour le roi. Et donc, il revient le 22 juillet. Et c'est alors que les communistes ne sont pas du tout d'accord et font une insurrection avec des attentats à l'explosif. Une grève générale et même un gouvernement wallon séparatiste dans les dernières heures de juillet. Donc, il y avait vraiment une guerre civile larvée, quoi. Ouais. Le 30 juillet 1950, la gendarmerie belge fit feu sur la foule à Gras-Berleur, dans les hauteurs de Liège, qui protestait contre le retour du roi. Il y a eu 3 morts et une 4e victime succomba de ses blessures. Ça allait faire un gros scandale à ce moment-là. Et en plus, pourquoi ? Parce que les 3 premiers morts étaient d'anciens résistants. Donc, tous les mauvais souvenirs revenaient à la surface, quoi. Et donc là, on peut aussi évoquer le fait que le 11 août 1950, lorsque le prince Baudouin Ier se préparait à jurer fidélité à la Constitution, un cri s'élève dans le Parlement à la Vive la République. C'était Julien Lahaut, qui était wallon communiste, enfin oui communiste, qui sera d'ailleurs assassiné quelques jours plus tard, suite à ce scandale-là. Donc on peut présumer que c'était des royalistes qui ont fait le coup. Ouais. On en avait déjà touché en mots la fois dernière. Hein. Et donc du coup, la solution qui sera trouvée, c'est que Léopold III ne redeviendra pas roi en Belgique. Ce sera à la place le prince Baudouin Ier qui assumera la fonction royale Ouais. à la place de Léopold III, quoi. Ils ont fait une petite manœuvre, quoi. Ouais. Baudouin Ier qui sera réputé le roi le plus catholique que la Belgique a connu, puisque c'était véritablement un qui était soucieux de ces questions-là. Même si de fait, c'est lui qui vivra en direct l'apostasie conciliaire, quoi. C'est lui qui en subira les conséquences, mais on peut quand même mentionner le fait que il cherchera quand même à vivre véritablement de la religion là où ses prédécesseurs pouvaient s'en servir comme d'une arme politique, en fait, bien souvent.
C'est ça. plus par calcul que par réelle croyance. Là, on peut quand même dire avec Baudouin Ier qu'il y avait une sincérité dans sa façon d'être et dans sa vie même. Après, c'était pas non plus Là, Saint-Louis ou Charlemagne, hein, évidemment. oui, Hein. voilà, oui, c'est pas non plus un exemple de droiture absolue, mais je veux dire, comparé aux prédécesseurs, ben, il relève un petit peu le niveau de point de vue strictement personnel, moral et religieux, quoi. Voilà, malheureusement, Vatican II. D'ailleurs, lui, bah, il sera aussi au centre d'une crise, et je me demande si tu l'as pas déjà évoqué dans l'émission. C'est qu'il refusera de signer une loi favorable à l'avortement, et là, il va. Je il va l'ai évoqué abdiquer. tout à l'heure, en fait. Ah, tu Je l'as l'ai évoqué, évoqué ouais, je me disais bien, ouais. Ouais. par rapport à la discordance qu'il y avait eu durant la guerre entre le gouvernement et le roi, quoi. Qu'on retrouvera par la suite, ben, justement, avec la loi sur l'avortement, dont le gouvernement une partie de la population était en faveur, et une autre partie de la population et le roi ne voulait pas. Donc, du coup, on retrouve un peu cette espèce de dissonance. Et la solution qui sera trouvée, c'est que pendant 24 heures, ben, le roi n'était en dehors de la capacité de gouverner. Et le gouvernement a fait signer la loi sans que lui ait à la contre-signer. Et donc, voilà, c'est comme c'est. Donc, voilà, c'est par une filouterie, constitutionnelle qu'on a réussi à que nos ennemis ont réussi à faire passer cette mauvaise loi, quoi. Mais après, parce que là, je suppose que tu as passé l'épisode Oui, non, de la mais question royale. bien. Ah, c'était pas fini? À la question royale, bah si. Oui, voilà, c'est exactement. Après, voilà, donc on a évoqué aussi cette petite crise-là, mais après, entre voilà, les événements dont tu as parlé, donc, au sortir de la guerre et la question royale, jusqu'à nos jours, voilà, après, je sais pas si c'est vraiment intéressant, parce que après, tu as les différents gouvernements, tantôt de, entre guillemets, droite, tantôt de gauche, tout ça qui se sont succédés. Après, il y a eu plein de petites crises. Tu as eu l'affaire du trou, tu as eu l'affaire des CCC, tu as eu l'affaire André Cols, donc qui s'est fait, formation qui s'est fait assassiner, socialiste aussi. Tu as eu l'affaire Augusta, l'affaire corruption, avec des socialistes aussi, avec Guy Spitals. Donc voilà, en gros, c'était les grosses affaires. Après, je sais pas s'il y a d'autres trucs vraiment C'est aussi importants. la deuxième question scolaire, en fait. Enfin, Ouais, la deuxième guerre scolaire, pardon, la deuxième guerre scolaire. ouais, Mais, ça chauffait un petit peu aussi. Bon, ouais, ça a chauffé un petit peu, mais moins que la première, et finalement, bah voilà, ce sera aussi une histoire de compromis qui sera trouvée, et voilà, voilà. quoi. Donc en gros, voilà, bon, le reste, je suppose que. Là, c'était une période de déclin, et là, c'est évident. Ouais, là, on voit les conséquences de l'apostasie des masses, quoi. La Après, Belgique, c'est ça. Et il faut se. elle a à la fois perdu donc ses caractéristiques morales avec toutes les affaires de corruption que tu as évoquées et les affaires de mœurs que tu as évoquées aussi. Au point de vue même naturel, l'ordre naturel social, etc. Là, voilà, la Belgique, elle a perdu son âme, entre guillemets, au moment de la question royale, et de fait, maintenant, voilà quoi. Elle ne fait plus vibrer, en fait. Contrairement à la France, où il y a toujours un sentiment républicain, même si voilà, il est mauvais, c'est des ennemis. Mais le républicanisme est encore un peu vivant, il y a toujours des mouvements souverainistes, etc. Tandis qu'en Belgique, bah, on voit bien que c'est mort, quoi. Là, Alors, voilà, ça va toucher à des sujets un peu intéressants parce que c'est vrai que bon, on parle de Belgique, c'est la Belgique en tant que telle, mais à côté de ça, tu as la Flandre qui est devenue une nation, comme on a dit, il y a le fossé qui a continué à se creuser. Et bon, ben eux, tôt ou tard, comme on l'a dit depuis le début, ils risquent à un moment donné de quitter le navire parce que ça va être de plus en plus difficile de trouver des solutions pour tout maintenir, que ce soit par confédération ou. on peut aussi évoquer la question des fourrons, qui était une population majoritairement wallonne, mais administrativement flamande, et qui allait aussi entraîner toute une espèce d'imbroglio juridique. Bon, on n'entre pas dans les détails, puisque Ouais, c'est ouais. assez peu intéressant par rapport à notre émission, mais voilà, on voit bien que le sentiment, il y a plus une communauté de destin, en fait, entre les Flamands et les Wallons, quoi. Ça commençait déjà à se distordre de plus en plus. Les crises entre les querelles linguistiques communautaires allaient surgir massivement, quoi, avec Voilà, notamment c'est ça. la problématique de Louvain qu'on avait déjà évoqué auparavant, qui Exactement. allait entraîner même la création d'une nouvelle ville. Hein. C'est assez rare voilà, qu'un conflit de communauté entraîne la création d'une ville, mais ce sera la ville de Louvain-la-Neuve qui sera créée par réponse en fait à l'impossibilité pour les francophones de pouvoir continuer à exercer à Louvain. C'est ça. Et lorsque le roi Baudouin Ier, qui était encore un roi que les Belges admiraient, puisqu'il avait quand même encore une stature un peu digne. En plus, lui, il avait rejoint les troupes à Londres. Donc, de fait, il pouvait encore considérer comme, entre guillemets, résistant. Mais de fait, une fois que lui est parti, c'était Albert II, et là, c'était définitivement fini, quoi. Puisque, voilà, quoi, là, à la fois, il n'y avait plus cet héritage de la résistance, et il n'y avait plus rien, quoi, pour finir, puisque le roi avait perdu son prestige, et voilà, quoi.
tant qu'à faire, bah, tu as notamment parlé justement de Louvain-la-Neuve. Alors on va rappeler vite fait que Louvain-la-Neuve, à la base, c'était une université catholique. C'est officiellement toujours, avec plein de guillemets, une université catholique. L'Université libre de Bruxelles, qui a été fondée en opposition. Université libre de Bruxelles, qui est une université maçonnique, on en a déjà parlé aussi dans les précédentes émissions. Une université anticléricale revendiquée. Revendiquée, voilà, où tout ce qu'on dit c'est ouvertement, hein, voilà. Et tu as une autre grande université, hein, qui est l'université de Liège, et qui elle a été fondée vraiment à la belge, c'est-à-dire avec un esprit de neutralité, de pluralité, etc. Avec des catholiques, notamment Marcel Decorte qui va enseigner là. Oui, j'allais le dire, oui. Et, J'allais aussi évoquer rapidement aussi la question conciliaire. Hein. Et puis les libéraux, et juste pour dire que les libéraux, de toute façon, gagnaient pour finir, hein, évidemment. Bah oui, oui. De fait, comme la Belgique, c'était un pari raté, en fait. Puisque au début, c'était quoi? C'était on va s'entendre temporairement avec les libéraux pour pouvoir faire en sorte que renforcer la position des catholiques, pour pouvoir, in fine, créer un État catholique. Mais de fait, de compromis en compromis, ben, cette ambition-là, elle a échoué. Et de fait, on se retrouve avec un État ni fait ni à faire et qui, voilà, quoi, n'inspire plus la plupart de la population. Et c'est, j'ai envie de dire, normal. Ouais. Comme on dit souvent, hein, les catholiques n'ont pas d'amis, les catholiques n'ont pas d'alliés. On est avec Jésus-Christ ou on est contre lui. Il n'y a pas assez de faire concilier, etc., négocier. Non, ce qu'il faut, c'est on avance, on prend des coups, mais on résiste. Avec comme les saints, comme les martyrs, comme les apôtres du Christ, pour défendre la chrétienté et le règne social de Jésus-Christ. Voilà. C'est comme ça que ça doit aller. Voilà. Pas de compromis, pas de compromis. Et justement, cette position de compromission des catholiques, ben, ça a entraîné, ben, au moment de Vatican II, ben, qu'une grande partie de l'épiscopat belge, et même la quasi-totalité, ben, allait suivre les nouveautés, les erreurs conciliaires. Quoi. Je t'ai tendu la perche exprès hein, quand j'ai parlé de Louvain-la-Neuve, parce que je me dis on va embrayer justement sur ces questions là aussi. Hein, parce que voilà, il y a beaucoup de Belges qui ont... voilà, parce que c'était aussi, même dans cette université-là, justement, qu'il y a eu... des gens très passionnés, peut-être un peu moins passionnants, qu'ils ont peut-être aussi imposé leur vue. C'est ça. Hein. Donc voilà, on a quelques noms d'ailleurs. Oui, on peut évoquer Monseigneur Charru, qui était évêque de Namur, qui sera vice-président de la commission doctrinale, la plus importante à Vatican II, qui allait notamment contribuer à l'écriture du texte sur l'écriture sainte, qui allait faire en sorte que ce soit... l'écriture sainte qui soit au-dessus de la tradition, ça c'est une grande nouveauté conciliaire, qui allait aussi renouer un peu avec la méthode historico-critique, même s'il y aura comme quelques nuances, mais voilà quoi. Ce sera une validation de ce qui était condamné auparavant, ouais, directement en tout cas. Monseigneur de Smet aussi, l'évêque de Bruges, qui lui va être surtout actif sur le front de l'œcuménisme et de la liberté religieuse. Celui qui allait faire un discours très important sur la liberté religieuse, donc qui allait faire basculer l'assemblée conciliaire, qui auparavant était assez dubitative, mais qui allait, avec l'influence de Monseigneur de Smet, basculer en faveur du nouveau schéma, et donc en faveur de la nouvelle définition de la liberté religieuse, qui n'est plus la seule possibilité réservée à la religion catholique, mais ouverte à tous les faux cultes, quoi. Donc c'est évidemment pas acceptable. On peut évoquer Monseigneur Gérard Phillips, qui était un théologien à Louvain. Ce sera un expert depuis Vatican II, qui allait jouer un rôle voilà, dans l'apostolat des laïcs, en fait. Donc tout ce qui est le sacerdoce des laïcs, le renouvellement du laïcat, c'est des espèces de visions voilà, égalitariste de la religion avec le peuple de Dieu contre la hiérarchie. Ben voilà quoi. Ça sera aussi inspiré de lui en partie. Aussi Baudouin, le dominicain, c'est ça aussi. Bénédictin et... Ah ouais. Donc il y a Dom Lambert Baudouin, on le reconnaît parce que Dom c'est typiquement pour les bénédictins. Quand il y a Dom dans le monde après, c'est pour les bénédictins. Je pensais que c'était dominicain. Enfin, je pensais qu'il était dominicain. Non, les dominicains ils n'ont pas de titre comme ça, on les dit juste père ou frère quoi. Et donc il y aura donc lui et le père Edward Schillebeeckx qui sera aussi ultra progressiste à Vatican II, qui sera des cofondateurs de la revue Concilium. Concilium, ouais. Et même Edward Schillebeeckx était tellement progressiste que même la Congrégation pour la doctrine de la foi lui a demandé plusieurs fois de s'expliquer, un peu comme Anscombe, quoi. Il était tellement progressiste que les autorités entre guillemets officielles des conciliaires lui disaient que ralentit parce qu'on ne suit pas nous. Alors il y avait aussi autre chose. Donc outre la religion,
Enfin voilà, ça on va parler un petit peu aussi au niveau de la politique par rapport à la construction Union Européenne. C'était central aussi. Bah, tout à fait, oui. Le Benelux a été considéré comme une mini-Europe, Ouais, le Benelux, ouais. C'est qui ça. était l'union entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Hein. Qui était une union d'abord, comment dire C'est là que ça a commencé. C'était une union douanière, en fait. C'était juste une union pour voilà, uniformiser les douanes. Ouais. Et qui allait aboutir par la suite voilà, au traité de l'Union Européenne, etc. La Belgique a fait partie des piliers de l'Union Européenne. C'est pilier, ouais. Oui, c'est pour ça que c'est la capitale, hein, Bruxelles. Bruxelles. Quand on pense à l'Union Européenne, beaucoup disent Bruxelles. Hein, donc, ouais. Voilà. Donc voilà, maintenant, par rapport à l'avenir de la Belgique et la Wallonie, parlons-en un petit peu. On l'avait peut-être déjà un tout petit peu évoqué. Maintenant, on va un peu ouvrir la question. Et ce qui est très malheureux, c'est qu'on fait partie peut-être des rares personnes à parler de ce qu'on va parler là maintenant. Parce que les Belges ont perdu beaucoup leur héritage. En tout cas, les Wallons, tu vois. Parce que, voilà, il y a eu les Belgiques, il y a eu la naissance des deux nations flamandes et wallonnes, mais la wallonne, qui est une nation un peu en réaction, un peu à la Flandre, même un peu gauchisée, parce que c'est aussi une petite guerre d'opposition. D'ailleurs, c'est les socialistes qui ont dessiné notre drapeau avec le coq. Donc on est dans une nation Wallonie, justement, qui est un peu formation, qui a un petit retard, mais qui en même temps a perdu beaucoup au niveau culturel. On a perdu notre langue, ça c'est terminé. Alors, tout le monde parle français, on connaît très peu de mots wallons. On a perdu notre identité historique. Nous, on est belges, mais la Wallonie, grosso modo, a été très longtemps liée au Saint-Empire romain. Et c'est pour ça que la question de la germanité, c'est pour ça que moi je suis complètement d'accord. Enfin, complètement, évidemment, à quelques nuances près, évidemment, mais c'est notre héritage. Et je veux dire, qu'on entend parler en Wallonie, c'est beaucoup des mouvements de gauche qui en parlent, d'annexer la Wallonie à la France, et même des Français qui le souhaiteraient. Je suis désolé, moi je suis pas français. On est. C'est un suicide historique, ça, en fait. C'est un suicide historique, parce que, voilà, exactement. C'est la disparition de tout ce qu'a fait notre personnalité propre. Voilà, exactement, on est mort. En fait, nous, on a l'influence française au niveau de la langue, bien sûr, et au niveau culturel, tu vois, les émissions débiles, les TPMP, toutes les trucs débiles qui sont un peu plus intellectuel. Voilà, une influence. De Maurras, etc. Ouais, et exactement. un peu la nouvelle droite, etc. Enfin, il y a des contacts quand même. Ouais, là, c'est plutôt nous. Voilà. ouais, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu des échanges à ce niveau-là. Mais je veux dire, en fait, à la base, on a rien à voir. Donc, moi, je dis, et on s'était même pas consulté pour ça, hein. C'est une fois qu'on en avait parlé comme ça, mais on en avait une fois discuté, et on a vu qu'on avait pensé exactement la même chose. C'est que la meilleure place pour la Wallonie indépendante, si les Flamands s'en vont, la Wallonie ne pourra pas survivre comme ça, pas avec des communistes. La meilleure place pour la Wallonie, la plus légitime, ce serait se mettre avec l'Allemagne, mais on pourrait continuer à parler une langue française ou quoi. Mais faire un Zollverein, en fait, c'est-à-dire voilà. Une union économique. Une union économique, exactement. Parce que là, sur le plan historique, on ne perd rien. Sur le plan économique, on s'en sort bien. On s'en sort même très bien. Et sur le plan culturel, on pourra survivre. Mais par contre, si on rejoint la France, on est complètement cuit. Parce qu'on ne sera jamais comme la Bretagne, on ne sera jamais comme l'Alsace, Lorraine, on ne sera jamais comme même les Flamands du Nord, qui ont quand même sauvé quelque chose. Nous, la Wallonie, elle rejoint la France, elle devient, ipso facto, elle devient française. Parce que les Wallons, ils sont déjà morts. La Wallonie, elle est déjà morte, en fait. En Wallonie, le courant pro-français, c'est un courant jacobin révolutionnaire de gauche et anti-chrétien. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que si les Wallons rejoignent la France, au début, il y aura peut-être une petite minorité qui va râler, mais après, ça va vite disparaître et les Wallons seront des Français qui vont honorer le drapeau français comme aujourd'hui ils honorent le drapeau belge. Tu vois, il y aura un déplacement et ils vont complètement oublier la Belgique. Ça va aller très très vite. Parce que surtout que si la Flandre s'en va et qu'on nous laisse avec les socialistes et les communistes, parce que les communistes ils ne peuvent que continuer à monter, hein, l'histoire c'est son cours, nous on va le sentir passer, on va l'avoir très très mal au niveau salariat, etc. Je te dis, il y a beaucoup voudront après trouver des solutions. Et si la France ouvre ses portes, les gens seront contents. Mais la Wallonie, en tant que... Historiquement, c'est un peuple qui sera mort. C'est un peuple qui aurait complètement disparu. Ce sera vraiment des Français purs.
On aura apporté notre petit patrimoine qu'on offrira à la France, c'est tout. Il n'y aura pas de choses, de petites résistances culturelles À la flamande. à la flamande ou je veux dire, à la bretonne. Tu vois? C'est ça qu'il faut bien piger. Moi, ça m'attristerait beaucoup. Ça m'attristerait beaucoup, surtout qu'en plus, on parle de rejoindre la République libérale et apostate. Avec historiquement tout ce qu'on sait. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Il y a que les francs-maçons qui ont collaboré avec l'envahisseur français républicain, voilà, Napoléon, qui vont se réjouir, tu vois. Mais pour les catholiques, c'est mauvais. Ouais, c'est un désastre. C'est un désastre. Ce serait une mauvaise chose. Maintenant, entre une France catholique et une Allemagne catholique, bah là, je veux dire, on a plus de légitimité à rejoindre l'Allemagne catholique que la France. Voilà, on a été plus longtemps sous la même unité géopolitique allemande et autrichienne que française. Française, on l'a été très peu de temps et à chaque fois contre les intérêts de la religion, quasiment à chaque fois. Et on a même beaucoup plus été longtemps avec les Espagnols qu'avec les Français, évidemment. Donc, voilà. Une autre solution, mais bon, c'est pas envisageable, ce serait refaire l'état de Tiwa, c'est-à-dire chercher à s'unir avec ceux du Nord. Mais est-ce que ça va suffire? Ce serait encore plus dur. Mais voilà. Alors c'est pas mal dans le sens. En fait, le pire, c'est que c'est une Flandre géante en fait. C'est ça, la Flandre, et il y a juste un tout petit bout la Wallonie, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Mais dans l'optique du Verdinasso, les Wallons faisaient partie du même ensemble, et donc ils essaient de prospecter chez les Wallons aussi, eux. Mais non, ce que je veux dire, est-ce que les Flamands considèrent les Hollandais comme des Flamands à la base, ou pas? Ils se considèrent comme un seul peuple, après qu'ils s'appellent ça Flamand ou Hollandais. Voilà, ou Belgique, tu vois ce que je veux dire? Voilà, oui. Mais c'est ça, parce que se dire que nous, il y aurait tout ça qui est flamand, et nous, on serait juste le petit bout Wallonie. Alors qu'en fait, ce serait le retour des Belgiques, ce serait tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais après, ouais, non, sérieux, même ça. Mais moi, c'est tout ce que je demande, avec l'aide de Dieu. Qu'importe. Même le Luxembourg, je veux bien rejoindre tout ce que tu veux, n'importe quoi. Mais avant tout, État catholique, c'est tout ce qui m'intéresse. Et comme la majorité de la population actuellement est gauchiste, ben voilà quoi. Pas s'étonner qu'ils sont pro-français. Ouais. Je sais pas comment on va se sortir par rapport à la Wallonie, parce que comment on va sortir de la gauche. Bon. Ça va prendre plusieurs décennies, hein, au moins. Ça, c'est du travail. Mais je pense que on n'échappera pas à l'idée d'une crise profonde, parce que là actuellement les Wallons vivent dans un rêve éveillé, c'est-à-dire qu'on croit que nos voisins sont tous gentils et que voilà quoi, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Justement, c'est avec les crises que tu retrouveront éventuellement une conscience d'eux-mêmes, et sans conscience de soi-même, on ne progresse pas. C'est ça, c'est ce qui nous manque, hein. Sinon le vide, il va vite être comblé par la gauche, hein. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Oh. Bon voilà, tout ça est bien triste. En tout cas, moi je suis fier de mes origines. Je suis fier. On a une longue histoire et qui voilà quoi. Et quand même, on n'est pas insignifiant, on n'a pas compté pour rien dans l'histoire du monde quoi. Exactement. Même si ouais, voilà, ça on on peut l'a dire dit. que oui, mais vous êtes pas au même niveau que l'Allemagne, que la France, vous faire des comparaisons. On s'en fiche de ça. Nous, ce qu'on voit, c'est que voilà, que la Belgique, ça a été quelque chose. On a été quelque chose auparavant. Maintenant, c'est sûr qu'on paraît insignifiant, mais voilà, quoi, on a un passé et il faut à savoir distinguer donc ce qui est dans notre passé, ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, et garder le meilleur de nous-mêmes, quoi. Voilà. Moi, ça m'a. En tout cas, voilà, je suis bien content d'être né dans ce peuple. Et pour moi, ça m'a. On a une vision particulière. Voilà, c'est exactement. Ça nous a beaucoup aidé. Ouais, c'est ça. Bon, bah là, j'espère qu'un maximum de Belges vont écouter les émissions. Voilà. J'espère qu'ils prendront un petit plaisir, que ça va les faire sourire, les réveiller. Et voilà, c'est ça, exactement. Je sais pas s'il y a encore d'autres petits mots à dire. Ah non, là, je crois que sur l'histoire sociale et politique de la Belgique, on a dit le principal, hein. Évidemment, on pourrait développer dans les détails, mais voilà quoi. Là, on s'est contenté de prendre certains gros points et les expliquer d'un point de vue catholique. Après, on pourrait éventuellement faire une émission, mais pas pour tout de suite, dans un futur, sur différents saints en Belgique, puisque voilà, là, on a préféré se parler de la grande histoire, mais il y a aussi la petite histoire qui est composée de personnalités remarquables et de saints notamment, mais ça rentrait pas avec. On aurait difficile en fait de caser une vie de saint dans l'histoire sociale et politique, quoi, parce que ça, c'est passer de la petite histoire à la grande histoire. Ça pourrait convenir dans un cours qui dure des semaines, mais là, on a déjà fait suffisamment d'émissions et comme ça, c'est déjà assez long. Donc, peut-être une émission spécifique sur différents saints en Belgique. Ouais. Mais ce sera pas tout de suite, quoi.
Je pense que maintenant on a fait 6 bonnes émissions. Ça fut très agréable à faire. On a un bon aperçu sur l'histoire de la Belgique, d'où on vient et vers où on va. C'est clair qu'on va voir des choses un peu plus spirituelles, mais là, ce qui est vraiment bien avec ces émissions-là, c'est qu'on a préparé le terrain, justement, pour de futures émissions qui vont évoquer notamment les questions sur la Belgique de près ou de loin, quoi. Donc voilà, c'est ça que, au moins, ça a préparé quelque chose pour la suite. Allez, bah, Théodon, un grand merci à toi, très très bon travail, hein. Bah, toi aussi, Yannick, et merci d'avoir participé quand même. Tu as aussi apporté ta pierre. Et voilà, et on souhaite une bonne continuation à tous les auditeurs. Et vive la Belgique. Hein. La Belgique, et Christus Rex vaincra, hein. Exactement. Allez, une autre prière, hein, salut, bonne nuit. Hein. Salut, une autre prière.